mon sujet de thèse qui a porté en fait sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le parcours de santé numérique en France. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'impact de l'IA. Et je vais vous présenter en fait 3 chiffres qui représentent vraiment en fait tout le potentiel que l'IA peut avoir en santé. Et en fait, j'ai extrait ces chiffres d'un rapport sur l'impact socio-économique de l'IA dans les soins de santé qui a été réalisé en fait par 2 sociétés conjointement que sont Deloitte et MedTech Europe. Donc, MedTech Europe, juste pour resituer, c'est une association en fait de professionnels au niveau européen de l'industrie des technologies médicales, donc qui inclut le diagnostic, les dispositifs médicaux et la santé numérique. Donc, le premier chiffre, c'est 400 000. Donc, 400 000, c'est quoi? Eh ben, c'est en fait le nombre de vies qui pourraient être sauvées chaque année si en fait l'IA a été utilisée, ce qui correspond à peu près à la population d'une ville moyenne européenne. Donc, ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est 1,8 milliard. Donc 1,8 milliard, c'est le nombre d'heures qui pourraient être gagnées chaque année. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'1,8 milliard d'heures gagnées, c'est à peu près environ 500 000 professionnels de santé à temps plein. Et le troisième chiffre, c'est 200 milliards. Et 200 milliards, en fait, c'est les économies annuelles qui pourraient être réalisées, ce qui représente en équivalent à peu près 12% des dépenses de santé au niveau européen en 2018. Donc ça, c'était juste pour l'entrée, la petite introduction pour vraiment voir en fait tout le potentiel de l'IA et les enjeux qu'on aura dans le domaine de la santé. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'agenda du jour, où je commencerai par vous expliquer le choix de ma problématique. J'enchaînerai ensuite avec le contexte socio-économique en France et j'aborderai aussi un peu plus profondément l'impact de l'IA sur le parcours de santé et les défis, bien sûr, qu'il y aura au regard de ces impacts. Et je ferai aussi un bilan des recommandations majeures pour conclure. Donc, pour commencer, pourquoi le choix de cette problématique? C'est vrai, moi, je travaille dans le diagnostic médical, donc ça m'intéressait vraiment de voir en fait, déjà, qu'est-ce que c'était l'intelligence artificielle, puisque on en parle beaucoup avec ChatGPT et autres, mais en fait, moi, je voulais vraiment voir dans le domaine de la santé, en fait, ce que ça pouvait avoir comme impact sur le parcours de santé, notamment des patients, quelles pouvaient être aussi les opportunités offertes par l'IA au regard du contexte socio-économique en fait en France pour les patients, mais aussi bien pour les professionnels de santé. Comment aider en fait ces professionnels de santé à retrouver du temps pour soigner les patients. Donc ça, j'en parlerai. Et bien sûr, au regard de tout ça, c'est quels sont les défis que l'IA devra surmonter pour s'intégrer durablement dans le paysage de la santé en France. Donc tout d'abord, le contexte. Donc, c'est un contexte socio-économique avec une pression constante sur le système de santé. Donc, on est vraiment dans un contexte très tendu. Donc, je crois que vous l'avez vu, hein, la crise hospitalière qu'on a eue dernièrement, les pénuries de médecins avec la difficulté de trouver des médecins traitants, une répartition inégale des médecins, la densité médicale du coup qui suit, hein, avec la ville et le rural, et bien sûr des contraintes économiques de plus en plus grandes. Le deuxième facteur, c'est aussi le vieillissement de la population. Alors, la population comme vous et moi, mais aussi des médecins exerçants, ça va être très, très important. Et du coup, de facto, le vieillissement de la population, ça va entraîner en fait l'augmentation des soins liés aux maladies chroniques. Alors, ce contexte économique et social, ce qu'il entraîne, c'est un besoin de moderniser le système de santé français en utilisant notamment le numérique. Et donc, il y a des initiatives stratégiques comme le plan de financement de la sécurité sociale, Ma Santé 2022 et Innovation Santé 2030 qui soutiennent cette démarche. Alors, l'objectif et les points communs en fait à ces 3 initiatives, ça va être une volonté de maîtriser les coûts tout en améliorant la qualité des soins pour les patients. C'est aussi de miser sur l'innovation qui va être essentielle pour transformer en profondeur le système de santé français. Et c'est aussi le souhait de vouloir en fait digitaliser le parcours de santé pour intégrer en fait le numérique en fait dans les pratiques médicales courantes. Et le dernier point qui ne sera pas des moindres aussi, c'est les programmes de formation des professionnels de santé, parce qu'on devra en fait inclure ces nouvelles technologies et travailler aussi sur l'acculturation pour ces professionnels de santé.
Et d'ailleurs, notre président Emmanuel Macron, lors de son allocution en juin 2021, lors du lancement d'Innovation Santé 2030, le souhait aujourd'hui, hein, il l'a bien marqué, le souhait aujourd'hui, c'est de faire de la France la première nation européenne innovante et surtout souveraine en santé. Donc le mot souverain va être très très important parce qu'il va falloir lutter contre la concurrence qui est déjà féroce au regard d'autres pays comme les États-Unis et la Chine. Alors, le marché de l'IA en santé, c'est quoi? C'est une croissance fulgurante. Au niveau mondial, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé d'un marché de 11 milliards de dollars en 2021 à plus de 188 milliards de dollars en 2030. Donc, avec un facteur de multiplication de 17 d'ici 2030 et un taux de croissance assez remarquable de 42% par an. Alors, pourquoi cette croissance fulgurante? On a plusieurs en fait facteurs de croissance, notamment l'augmentation du nombre de données de santé qui sont générées. Et ça va être en lien direct avec la croissance de l'utilisation de ce qu'on appelle l'Internet des objets médicaux, de pouvoir connecter à domicile en fait et suivre à domicile en fait les patients. Donc ça va augmenter considérablement le volume de données de santé. Et puis bien sûr toujours un besoin de réduction des coûts liés aux soins. Alors, je vais rentrer du coup dans le second chapitre qui est l'impact de l'IA sur le parcours de santé numérique. Alors, avant de rentrer dans ce que j'ai trouvé, en fait, je voudrais vous expliquer ma démarche, donc ma stratégie de veille. Donc, pour répondre à cette question, en fait, j'ai participé à peu près 7 conférences, comme par exemple la journée sur l'IA du Health Data Institute, qui est un think tank très connu dans la santé. J'ai aussi consulté 27 rapports gouvernementaux, comme par exemple le rapport sur la réutilisation secondaire des données de santé en France. J'ai aussi consulté ceux issus de groupes de travail spécialisés en santé numérique et j'ai nourri ma réflexion avec des sondages aussi, notamment un sondage que j'ai mis dans ma thèse qui me paraissait très important, qui avait été réalisé par le PULSAF en fait sur l'adoption de l'IA par les professionnels de santé. Et en parallèle, j'ai aussi regardé, et lu 5 livres comme celui de Jean-Emmanuel Bibeau, en fait, qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine, pour me nourrir. Alors, je passe, hein, il y a eu des vidéos, des podcasts, une veille quotidienne sur les réseaux avec des centaines d'articles pour boucler la boucle. Et en parallèle de ça, pour nourrir ma réflexion, j'ai aussi réalisé des 8 interviews auprès de professionnels de santé avec, comme vous le voyez, des profils variés. Alors, il y a eu des docteurs, hein, donc des médecins généralistes, des médecins urgentistes. J'ai aussi eu un développeur d'IA, donc Karim Bensassi. J'ai aussi eu une psychologue, Clara, qui m'a parlé du chatbot en santé mentale Oli. Donc, Rémi Teston, qui est un consultant connu d'Elstec et qui est aussi le fondateur de Buzz e-santé. Un fondateur ainsi aussi d'une société de solutions numériques, Arnaud Pecker. Et c'est vrai qu'au travers de tout ça, j'ai pu euh, voir un petit peu quel était l'impact de l'IA sur le parcours de santé. Et ça m'a permis en fait de classifier en 4 catégories cet impact pour rationaliser. Donc le premier, c'est l'optimisation et la rationalisation des ressources. Le deuxième, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Le troisième, c'est l'enrichissement de l'expérience patient. Et le quatrième, c'est l'optimisation de l'expérience professionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer un peu plus de temps sur cette slide, en commençant par le premier bloc, donc qui est l'optimisation financière et la rationalisation des ressources. Et là, le premier point, ça va être la réduction du temps d'analyse. Donc là, je prendrai en fait comme exemple l'imagerie médicale, parce qu'aujourd'hui, l'imagerie médicale, c'est quoi en France? C'est à peu près 80 millions d'actes qui sont réalisés par an pour seulement 8 000 radiologues, ce qui fait à peu près 12 radiologues pour 100 000 habitants, ce qui est très peu. Et en fait, de mes recherches, ce qui ressort, c'est que l'IA pourrait réduire en fait de 30% le temps nécessaire pour la production des comptes rendus d'imagerie médicale, ce qui permettrait en fait aux radiologues de passer de 15 minutes à seulement 10 minutes par rapport. Et d'ailleurs, selon un sondage, 80% des radiologues pensent que l'IA pourrait optimiser leur productivité. Le deuxième point, c'est la réduction des coûts avec une meilleure allocation des ressources. Donc là, c'est lors de mon interview avec le docteur Maisonneuve de Valenciennes, de l'hôpital de Valenciennes, qui m'a dit qu'effectivement, pour un urgentiste, qui pouvait être compliqué, c'était en fait de tout simplement trouver les lits disponibles au sein de l'hôpital. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le bed management. Et donc, l'IA, avec sa capacité en fait à traiter un grand volume de données, pourrait justement aider en fait à identifier avec les données d'entrée et de sortie tous ces lits qui sont disponibles au niveau de l'hôpital.
Le troisième point, ça va être la réduction des examens complémentaires. Donc, ce qu'il faut savoir, là, j'avais pris un exemple, c'est que l'IA en complément toujours du radiologue diminue de 15% en fait le nombre de femmes devant passer une mammographie nécessitant des examens complémentaires. Donc là, ça va être très impactant d'un point de vue financier pour éviter justement tous ces examens complémentaires qui n'étaient pas en fait nécessaires. Le dernier point, ça va être la réduction du nombre d'hospitalisations. Donc là, je vais prendre l'exemple du suivi à distance des patients parce que c'est ça qui va être nouveau en fait avec le parcours de santé numérique. C'est qu'on va pouvoir en fait suivre la santé du patient jusqu'à son domicile, notamment avec la télésurveillance. Et l'IA en fait, elle va être capable en temps réel d'analyser toutes ces données reçues en fait des objets médicaux connectés et d'envoyer en fait directement des notifications aux médecins en cas d'anomalie. Alors ça va être utile en fait dans le cas des maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque chronique. Et donc dans ma thèse, j'avais pris en fait l'exemple du pacemaker connecté avec la solution Implicity. Donc maintenant, passons au deuxième bloc qui est l'amélioration de la qualité des soins. Donc le premier point, ça va être un diagnostic et un suivi plus précis. L'IA va être capable en fait de repérer des anomalies microscopiques sur les images, ce que l'humain n'aurait peut-être pas pu toujours voir. Elle va être du coup capable de réduire tous les faux positifs et les faux négatifs. Et elle va être aussi capable en fait d'établir des modèles prédictifs. Alors là, j'avais pris la solution Hawkin qui est vraiment remarquable parce qu'elle est capable en fait de faire un pronostic de risque de rechute sur 5 à 10 ans pour une patiente atteinte d'un cancer du sein à un stade précoce, et ceci dans le but d'éviter des chimiothérapies coûteuses et surtout invasives pour les patients. On va être aussi capable de prioriser efficacement en fait les cas urgents des cas un peu moins urgents. On va être capable aussi de faire une prévention améliorée. Donc, l'IA va permettre en fait de détecter plus précocement en fait les pathologies et on pourrait aussi imaginer qu'elle soit capable d'analyser aussi des grandes bases de données sanitaires qui permettent de connaître les déterminants et les facteurs de risque en fait, par exemple dans les cas de cancer. Le troisième bloc, c'est l'enrichissement de l'expérience patient, notamment avec la fluidité du parcours de santé. Donc, c'est d'être capable de délivrer au bon moment la bonne information. C'est la gestion des flux de patients aux urgences. Donc, ça, j'en parlerai après dans des cas d'usage pratique. C'est une assistance virtuelle pour les patients. Donc là, c'est les chatbots d'IA. Donc là, j'ai pris l'exemple de la santé mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la santé mentale, c'est 12 millions de personnes qui sont concernées par des troubles mentaux, ce qui représente quand même 20% de la population. Et donc, en fait, Oli, c'est la chouette, Oli, qui est un chatbot en santé mentale. Et en fait, Oli, elle se veut vraiment comme un relais technologique avec les professions médicales pour gérer en fait les crises entre deux séances avec le psychologue. Parce qu'il faut savoir, en discutant avec Clara, donc, qui est psychologue, le temps entre deux séances peut parfois aller jusqu'à 3 semaines. Donc, si un patient est vraiment en crise aiguë, il a besoin en fait d'avoir un relais en fait technologique qui puisse en fait apaiser ces crises aiguës. Et donc, Oli se veut, c'est une IA conversationnelle, simple et surtout empathique pour les patients. Et on a aussi, donc le dernier point, une diminution du temps de diagnostic des patients en errance médicale. Alors, j'ai aussi pris cet exemple. Donc, c'est le cas des maladies rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délai moyen de diagnostic en fait d'une maladie rare, c'est de 2 à 3 ans, mais qu'il y a quand même en fait 25% des patients qui restent en errance de diagnostic entre 5 et 15 ans. Et donc là, j'avais pris donc l'exemple d'Accéleraire de Sanofi, qui est capable en fait en 5 à 10 minutes de générer une fiche descriptive des maladies rares qui sont suspectées, de recommander des examens complémentaires nécessaires et d'orienter vers des experts appropriés. Le quatrième bloc, c'est l'optimisation de l'expérience des professionnels de santé. Donc, l'augmentation de la productivité. Donc, ça, c'est vraiment un gros point important. Donc, par exemple, selon un sondage, 70% des radiologues formés à l'utilisation de l'IA ont constaté une amélioration en fait significative dans leur pratique quotidienne, ceci en termes de précision et de rapidité. Donc l'IA va être capable en fait de soulager et d'aider au quotidien en fait les médecins. Et là, on est vraiment dans l'idée d'une IA compagnon. On n'est pas dans l'idée du tout en fait d'une IA qui remplacerait le médecin. Ça, c'est un peu de la fabulation, ça. On est vraiment dans une IA qui serait en fait un assistant virtuel et un super assistant virtuel, j'ai envie de dire, parce que il ne connaît pas la fatigue. Il a une productivité de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est un super allié en fait pour les médecins.
Et donc, ce super assistant leur permet de gagner du temps du coup sur les tâches administratives qui peuvent être très très chronophages. On le verra après dans un cas d'usage pour les médecins. Et donc, l'IA va être capable d'analyser les images, de faire les comptes rendus, ce qui peut aussi permettre de réduire les erreurs humaines de saisie, puisqu'à une fin d'une consultation, dites-vous que le médecin, on l'a tous vu, il est obligé de saisir en fait les informations, donc ce qui peut être source d'erreur. Et donc vraiment la rationalisation en fait du flux de travail des médecins, ça va permettre tout simplement en fait de redonner du temps aux médecins en fait pour soigner les patients et pas pour faire de l'administratif. Donc là, j'avais pris aussi l'exemple de Nabla, qui est utilisé par les médecins. Et Nabla, c'est une solution en fait qui est capable de capter et de transcrire les conversations entre un médecin et un patient et en temps réel. Et grâce à ces algorithmes en fait de traitement du langage naturel, il va être capable en fait d'extraire et de structurer les informations médicales pertinentes et de les mettre directement en fait dans le compte rendu médical. Ce qui permet de générer des comptes rendus qui sont précis, qui sont concis, sans intervention manuelle du médecin. Mais par contre, le médecin se doit effectivement de revoir le compte rendu à la fin. Mais quel gain de temps d'avoir effectivement le compte rendu qui soit déjà rédigé. Donc ça, c'était pour les bénéfices de l'IA. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur 2 cas concrets, en fait, pour bien comprendre les avantages pour les professionnels de santé. Donc le premier, c'est encore un chiffre. Donc c'est 37% du temps, en fait, des médecins qui est consacré aux tâches administratives selon l'OCDE. Et donc, le premier cas d'usage, en fait, que j'ai pris, c'est le centre hospitalier de Valenciennes, où j'ai eu la chance de réaliser une interview. Et donc, leur problématique, c'était une augmentation de 73% du nombre de patients quotidiens depuis 2009. Et c'est aussi une pénurie de médecins. Donc, en discutant avec le docteur Maisonneuve, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à horizon 2030, il y a près de la moitié des médecins, en fait, dans les Hauts-de-France qui seront à la retraite. Donc là, il est très urgent, en fait, de trouver des solutions si on veut continuer à être soigné. Donc, la solution qui est retenue en fait pour fluidifier les urgences au CH de Valenciennes, c'est un partenariat avec Calypse Stania et son module urgence qui s'appuie sur des algorithmes en fait de machine learning et qui va être capable en fait de prévoir les admissions aux urgences sur une période de 5 à 7 jours. Alors, comment elle va faire? L'IA, en fait, va être capable d'analyser différents facteurs qui peuvent influencer le service des urgences, tels que, par exemple, la météo, les bouchons, l'attention aux urgences avec les pics d'activité et l'analyse, justement, des pics d'activité sur l'année N-1. Ça va être le nombre d'hospitalisations et aussi les sorties. Et cette IA va être capable, en fait, de fournir toutes les 5 minutes un taux de précision supérieur à 85%. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en fait le docteur Maisonneuve nous expliquer en fait son choix. Ce que l'on cherche avec l'IA, c'est vraiment de pouvoir anticiper nos besoins en fonction des arrivées prévisibles de patients, ce qui nous permet d'ajuster nos ressources humaines en conséquence. Donc ça, c'est le docteur Maisonneuve, donc une citation. Et donc pour résumer en fait les bénéfices que peut apporter l'IA au CH de Valenciennes, c'est une prévision précise du nombre de malades, la réduction des transferts et des placements sur civière, c'est la possibilité de planifier les admissions et les sorties avec les ressources humaines, bien sûr, qui sont associées. C'est de prévoir les durées d'hospitalisation, c'est d'optimiser le bed management, comme je vous en ai parlé, avec la répartition des patients suivant les lits disponibles. Alors, ça, c'est les bénéfices, mais bien sûr, au regard des bénéfices, il va y avoir des défis. Et donc, un des défis, c'est la formation continue des professionnels de santé. Et là, je cite le docteur Maisonneuve, l'adoption de l'IA a nécessité une formation approfondie du personnel et c'est vraiment un changement de paradigme. Et ça va vraiment faire partie en fait des défis de l'IA demain. Le deuxième cas d'usage maintenant, c'est le centre hospitalier de Cambrai. Donc là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une interview du docteur Galindo, qui est chef des urgences au CH de Cambrai et qui est le fondateur en fait de Pulsaria et donc de Sclepiosia, pardon. Et donc sa problématique, c'était pareil, une augmentation annuelle de 3 à 5% des visites aux urgences. C'était un temps de 30 minutes médico-administratif qui est consacré aux tâches administratives uniquement pour la sortie des patients aux urgences. Donc, c'est 30 minutes où c'est des papiers administratifs que doit faire l'urgentiste pour faire sortir un seul patient. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'écouter en fait le docteur Galindo qui va nous expliquer en quelques minutes en fait sa problématique.
Cato Cambrésis, et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de temps qu'on passe à faire des tâches administratives aux urgences. On va passer un bon tiers de notre temps à faire des courriers de sortie, des ordonnances, mais surtout à faire des cotations, pour ceux qui connaissent, les actes CCAM, les SIM10, un petit peu toutes ces choses-là. Et ce qui est très frustrant là-dedans, c'est qu'on perd un temps fou à le faire, environ 37% de notre temps. C'est l'OCDE qui a fait cette étude-là. Et en plus de ça, en plus de nous faire perdre du temps, c'est des tâches qu'on réalise pas forcément très bien aux urgences, et ce qui a un impact financier assez important sur nos services d'urgence, puisque on perd 100 € par passage aux urgences du fait de ce manque de valorisation là. Donc c'est énorme parce que effectivement les choses sont un peu compliquées là-dessus et on a du mal à les récupérer. Donc ce qu'on vous propose nous, c'est de stopper l'hémorragie financière, de nos établissements de santé et de libérer nos praticiens en termes de temps, parce que je pense qu'ils ont mieux à faire qu'à faire des dossiers administratifs. Et pour ça, on a créé Pulsaria, qui est notre solution qui s'intègre totalement dans le DPI pour faire en sorte d'automatiser un maximum de ces tâches-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait gagner 16 minutes par patient aux praticiens à courrier constant, c'est-à-dire à la qualité de courrier qu'on génère nous, on fait gagner 16 minutes par patient. À l'échelle d'une garde de 24 heures, c'est 5 heures qu'on ne passe pas derrière son ordinateur. Donc c'est 5 heures qu'on peut passer au chevet du patient et aller un peu plus loin. Donc c'est quand même assez intéressant. Et nous, là, sur les premiers tests qu'on a avec l'hôpital du Cateau Cambrésis, on pense qu'on va pouvoir, si le logiciel est bien utilisé, redresser jusqu'à 70 € par passage aux urgences, ce qui représente un gain financier assez important pour nos structures d'urgence. Donc ce qu'il faut comprendre sur les processus, c'est qu'aux urgences, toutes ces tâches-là sont des processus administratifs qu'on doit faire. Et là, actuellement, avec notre solution, avec Pulsaria, on va pouvoir adresser une grande partie de ces processus-là, en particulier à l'accueil. On va pouvoir aider l'infirmière de tri avec le calcul du score SIMU. Mais après, pendant tout le séjour aux urgences, on va pouvoir permettre aux praticiens d'améliorer sa rédaction de courrier et en générant également beaucoup d'informations à partir des données qui sont pas uniquement inscrites par le médecin, mais également par les paramédicaux et les constantes et tout ce qui a été prescrit. On améliore du coup de cela même la sortie du patient avec effectivement une relecture simplifiée pour les médecins du DIM et la facturation derrière. Donc comme je disais, 16 minutes de gagné en moyenne par patient, ce qui est quand même assez confortable. Donc effectivement, notre solution elle est tout en un. Elle va permettre de générer les SIM10, les actes CCM, les actes CMU, le GEMSA, aider à une valorisation UHCD, le courrier avec les consignes de reconsultation, les ordonnances, et tout ça en un seul clic. Donc tout ça en un seul clic. Donc les bénéfices, je vais les reprendre pour synthétiser. Donc c'est la diminution du temps administratif de 40% à environ 10%. Comme le docteur Galindo vient de le dire, effectivement, c'est 15 minutes de gagné par patient, et ce qui représente 5 heures sur une garde de 24 heures pour le médecin urgentiste, ce qui est vraiment conséquent. Et donc, le but de tout ça, en fait, c'est quoi? C'est de réduire le temps d'attente aux urgences et c'est d'augmenter la satisfaction générale en fait des patients, puisque je pense que vous, comme moi, on a passé parfois des heures aux urgences à attendre. Donc, si on pouvait trouver des solutions, ce serait encore mieux. Alors, bien sûr, au regard de ces bénéfices, il y a là aussi des défis. Là, c'est lors de mon interview du docteur Galindo, où il m'a parlé effectivement de pouvoir adapter la solution Pulsaria en fait à la temporalité des consultations et surtout aux besoins des médecins. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui-même en fait a développé sa solution, parce qu'en fait, il voulait vraiment que ce soit adapté dans son quotidien. Et l'autre point aussi, l'autre défi, ça va être de pouvoir interfacer en fait cette solution avec les systèmes hospitaliers existants. Et là, clairement, on est dans tout ce qui est interopérabilité des systèmes, qui est un gros point en fait de la feuille de route du numérique avec le Ségur du numérique, parce qu'effectivement, dans les hôpitaux, il va falloir aussi investir pour pouvoir rendre interopérable. Et donc, en gros, c'est de pouvoir faire communiquer les systèmes entre eux. Et donc là, ça va vraiment être aussi un point important et un défi de ces solutions. Donc maintenant, je vais passer aux défis que devra relever l'IA pour être pérenne dans le temps. Aujourd'hui, il y a plusieurs défis en fait de l'intégration de l'IA dans le parcours de santé numérique. Le premier point que j'ai relevé, c'est la relation de soins, notamment avec la transformation du rôle du médecin, mais aussi du patient. Alors pour le médecin, avec l'IA, c'est vrai qu'on parle de médecin augmenté, de pathologiste augmenté. Dans mes lectures, je l'ai beaucoup vu dans les interviews, ils m'en ont parlé aussi, parce que augmenté grâce aux capacités en fait que va pouvoir apporter l'IA au médecin, et aussi le patient. Le rôle du patient change parce qu'il est vraiment en fait au cœur de l'écosystème du numérique, et en fait il devient vraiment acteur de sa santé. Il est plus passif comme par le passé, je puis dire, mais il devient vraiment actif de sa santé. Ses limites, quand il arrive en consultation, il sait déjà ce qu'il a.
même si c'est pas ça. Donc là, ça va être vraiment très important. Le deuxième point, ça va être la formation et l'adoption. Pour la formation, il y aura une obligation en fait d'intégrer le numérique et l'IA dans les formations initiales en fait des soignants. Après, restera à savoir jusqu'à quel niveau en fait ils devront savoir. Donc ça sera à définir. Et puis après, il y aura aussi un besoin continu en fait de formation parce que comme on le voit, l'IA c'est une technologie qui évolue très très rapidement. L'autre point, c'est le réglementaire. Alors là, j'ai mis l'IA Act européen parce que ça va être important pour réguler l'IA avec une approche qui est axée en fait sur les risques. Donc en santé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'IA au risque et qui dit IA au risque dit obligation comme par exemple le marquage CE, l'obligation de mettre à disposition une documentation technique détaillée, une obligation d'évaluer les risques et de faire des tests réguliers sur ces outils. Et petite nouveauté aussi, c'est une nécessité d'une supervision humaine avec un contrôle humain efficace pour minimiser les risques. Ce qui m'amène en fait au quatrième point, qui est le point éthique avec la garantie humaine. Donc là, ça va être nécessaire pour garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes d'IA. Et ça va être vraiment très, très important pour préserver la confiance du public et garantir tous les principes éthiques, notamment en santé. Parce qu'on sait qu'effectivement, les algorithmes, ils peuvent parfois aussi commettre des erreurs ou ils peuvent être biaisés, d'où cette supervision humaine. Après, le dernier point, ça va être les données de santé avec la gestion et la sécurité des données. Donc, il va être essentiel aussi de protéger les données personnelles avec le RGPD, d'assurer l'interopérabilité des solutions. Donc, ça, on en a parlé juste avant, de centraliser et de sécuriser aussi les données correctement et de garantir en fait la transparence dans la sélection et l'entraînement des modèles d'IA, notamment en santé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle en fait avec un professionnel de santé, on nous dit souvent aussi que pour lui, l'IA, c'est une black box. Il a des informations qui rentrent, il y a des informations de sortie, et entre deux, il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc les données, c'est le carburant en fait qui est essentiel pour l'IA. Et pour que ce carburant soit efficace, il doit être de haute qualité. Et ça va être important pour développer des applications d'IA performantes et fiables. Il va falloir en fait investir dans la qualité des données, leur accessibilité, l'interopérabilité des systèmes, la réutilisation des données secondaires aussi, ça c'est très important. C'est en cours de discussion en ce moment, la protection de la vie privée, le stockage et la cybersécurité. Donc, si je devais faire en fait un bilan des recommandations majeures, ici j'ai extrait les 6 points qui me paraissent très importants, notamment le premier qui est d'investir massivement en fait dans la recherche et l'innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France elle est en retard. Donc, il va être important vraiment d'accélérer ces investissements dans le développement. Et pour atteindre ces objectifs, par exemple, il faudrait entre 5 et 8 milliards de dollars d'investissements supplémentaires, ce qui représente un triplement des investissements actuels. Et si on se compare à d'autres pays, à richesse constante, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis investissent 3 à 4 fois plus que la France dans l'IA en santé. Donc là, l'investissement, ça va être un point important. Deuxième point, c'est d'établir un cadre réglementaire clair et favorable à l'innovation. Donc là, il va falloir vraiment trouver la bonne équation entre l'innovation et la réglementation pour ne pas entraver en fait l'innovation et ne pas justement accentuer le retard qu'a déjà la France. L'autre point, ça va être d'optimiser la gestion des données de santé. Comme je l'ai mis dans ma thèse, il y a un rapport qui est vraiment très très bien sur fédérer les acteurs de l'écosystème pour libérer la réutilisation des données secondaires de santé. Ça va vraiment être important en fait de pouvoir simplifier les processus d'accès aux données secondaires. Et comme on dit, le pouvoir c'est le savoir. Ici, la donnée c'est le pouvoir. Et donc vraiment la donnée, ça va être très très important. L'autre point, ça va être de renforcer la formation et l'acculturation des soignants. Donc là, j'en ai parlé précédemment. Il va falloir aussi mettre en place des modules de formation. L'autre point, c'est d'optimiser le stockage et le partage sécurisé des données. Donc, il y a une polémique avec le Health Data Hub, qui est en fait la plateforme qui centralise les données de santé en France et qui contient notamment en fait la base de données de la sécurité sociale. Et donc, il y a eu effectivement une polémique, vous l'avez peut-être vu, avec Microsoft Azure sur l'hébergement des données. Donc là, c'est pareil, il va falloir être vigilant en fait pour garder notre souveraineté dans ce domaine. En sachant que la base de la sécurité sociale, c'est quand même une des plus grosses bases de données en fait de santé au monde.
qui peut entraîner des convoitises. Et le dernier point, c'est d'assurer une supervision humaine. Donc là, je l'ai vu avec David Gruson des Tikia que j'ai eu l'opportunité d'interviewer. Ça va être important en fait de garantir la fiabilité et les résultats fournis par les IA en santé et de rassurer en fait les soignants sur l'utilisation de l'IA. Et comme je vous l'ai dit, on parle de black box. Donc ça, je l'ai entendu dans une conférence où ils savent pas trop en fait ce qui se passe à l'intérieur. Ils savent pas non plus comment les modèles sont entraînés et avec quelles données. Et on sait bien que les données de référence en santé d'un patient français, ça va pas être les mêmes en fait que ceux d'un Américain. Donc ça, c'est pour le bilan des recommandations majeures. Et donc, j'arrive à la conclusion. Donc, la conclusion de ma thèse, c'est que il y a un impact réel et grandissant de l'IA en santé pour des diagnostics plus rapides et plus précis, avec une meilleure gestion des parcours de soins jusqu'au domicile du patient, ce qui est assez nouveau. Et c'est porté par des initiatives stratégiques gouvernementales. Et au regard de ça, il reste quand même pas mal de défis réglementaires et socio-économiques qu'il faudra relever. Et un point important aussi, ça va être une nécessité d'une approche multidisciplinaire avec aussi des partenariats publics-privés pour le financement et afin d'appliquer tous les acteurs en fait de cet écosystème pour surmonter en fait et maximiser les avantages en fait de l'IA. Donc, je tenais aussi à finir par des remerciements, notamment le groupe de Vinci Executive Education et le MBA, en fait, toutes les équipes du MBA MCI. Je tenais aussi à remercier Louis Duroul et Frédéric Cavazza, donc Frédéric, pour les pistes en fait de recherche. Quand j'étais un peu coincée, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Les professionnels de santé qui ont pris beaucoup de temps en fait pour les interviews, pour vraiment m'aider à comprendre en fait tous les bénéfices, les défis qu'il fallait relever, et aussi mes proches en fait qui m'ont aidé tout au long de cette année assez intense.